Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible, un murmure silencieux dans le bruit de votre propre foyer? Vous êtes-vous déjà senti réduite à un rôle, une fonction, au point que la personne que vous étiez autrefois semble s'être évanouie comme un rêve au réveil? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Marie, une femme qui pendant des années a accepté de n'être qu'une ombre pour que d'autres puissent vivre dans la lumière jusqu'au jour où elle a compris que sa propre valeur ne dépendait pas de la reconnaissance qu'on lui accordait, mais de la dignité qu'elle se devait à elle-même. Cette histoire est un rappel que même dans le silence le plus profond, la force de se réinventer peut naître. Pendant que vous écoutez cette histoire, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous rejoignez. Laissez un commentaire pour nous dire votre âge et la ville ou le pays où vous vous trouvez en ce moment. C'est une façon pour nous de nous sentir connectés, unis par ces récits qui traversent les frontières. Je m'appelle Marie Dubois et j'ai 74 ans. Je vis dans le même appartement haussmannien à Paris depuis près d'un demi-siècle, un lieu dont les hauts plafonds et les grandes fenêtres ont été les témoins silencieux de toute ma vie. Pendant 49 ans, j'ai été l'épouse de Jean, un homme bon, un homme solide, qui nous a quittés il y a 6 ans. Ensemble, nous avons bâti un foyer élevé, 2 enfants, Chloé et Luc, et nous avons cru en cette idée un peu désuète que la famille était un refuge, un port d'attache inconditionnel. J'ai vécu selon ce principe, travaillé sans relâche, aimé profondément et donné sans compter, persuadé que cette loyauté me serait rendue le jour où j'en aurais besoin. Mais la vie, avec son ironie cruelle, se charge souvent de nous enseigner les leçons les plus douloureuses. Quand Jean est mort, mon monde s'est rétréci. L'appartement autrefois vibrant de nos projets et de nos rires est devenu un espace immense et vide pour moi seule. Chaque recoin portait son empreinte, son fauteuil dans le salon, ses livres sur l'étagère, l'écho de sa voix qui animait nos dimanches matins. Dans les premiers temps du deuil, je me suis naturellement appuyée sur nos enfants, pensant que cette épreuve nous souderait, qu'elle resserrerait des liens distendus par le temps. Au lieu de cela, elle m'a révélé la distance abyssale qui s'était creusée entre nous, une distance que j'avais refusé de voir. Un après-midi d'automne, le souvenir est encore vif et douloureux. J'avais glissé sur le parquet fraîchement ciré, rien de dramatique, mais une cheville méchamment tordue. La douleur était vive et je peinais à me relever. J'ai appelé Chloé, ma fille, en premier. À l'autre bout du fil, j'ai entendu son soupir, un soupir d'impatience qui m'a plus blessée que la douleur elle-même. Elle était, disait-elle, débordée avec le cours de musique des enfants. Elle m'a conseillé de mettre de la glace. Puis j'ai appelé Luc, mon fils. Il n'a pas répondu aux 3 premiers appels. Quand il a finalement décroché, sa voix était sèche comme si je l'interrompais en pleine affaire d'État. Ces mots prononcés sur un ton glacial ont été plus coupants que la douleur à ma cheville. « Maman, il va falloir que tu te débrouilles. Je ne peux pas accourir chaque fois que tu as un petit souci. » Ce n'étaient pas les mots en eux-mêmes, mais le ton, froid, détaché, comme si les 20 années que j'avais passées à le veiller, à le soigner, à l'élever, s'étaient évaporées dans le brouillard d'une mémoire ingrate. Ce soir-là, assise dans le silence de mon salon, ma cheville enveloppée dans un torchon rempli de glaçons fondants, j'ai fixé le plafond en pensant à Jean. Il avait l'habitude de dire « La vraie mesure d'une famille ne se trouve pas dans les mots, mais dans les gestes qu'elle accomplit quand tu appelles à l'aide. » À cette mesure-là, la mienne m'avait abandonnée. Ce n'était pas seulement la cheville. C'était une accumulation de moments de petites négligences qui, mises bout à bout, pesaient une tonne. Le lustre en cristal de la cuisine qui grésillait et clignotait depuis des mois parce que Luc, qui habitait à 20 minutes de là, ne trouvait jamais le temps de venir le réparer. Chloé, qui me promettait de m'aider à trier les affaires de Jean dans la cave, mais qui annulait toujours à la dernière minute avec une excuse de plus en plus vague. Peu à peu, je suis devenue une obligation, une case à cocher sur leur agenda surchargé. J'essayais de ne pas laisser l'amertume prendre racine, mais la solitude est une compagne dangereuse. Elle vous fait douter de vous-même. Est-ce que j'en demande trop? Suis-je un fardeau? Pourtant, au fond de moi, je connaissais la vérité. Je ne demandais pas la lune. Je demandais simplement une fraction de l'attention que je leur avais donnée, sans compter, sans jamais hésiter, quand ils étaient petits, fragiles et entièrement dépendants de moi. Il y avait des soirs où le silence de l'appartement était si oppressant que j'allumais la radio juste pour entendre le son d'une autre voix humaine. Je me préparais une seule tasse de thé, je m'asseyais à la table de la cuisine et je me demandais où tout avait basculé. Mes enfants, ma propre chair, semblaient s'être volatilisés au moment précis où leur présence m'était devenue nécessaire. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir. Je me disais que c'était simplement le tourbillon de leur vie d'adulte, la distraction de leur carrière, de leur propre famille. Je me répétais en boucle que si quelque chose de vraiment grave arrivait, ils seraient là, que l'amour que j'avais déversé en eux toute leur vie comptait encore pour quelque chose.
Mais cet espoir s'est effrité un peu plus chaque jour face à la réalité de leur comportement. Ils voulaient les dîners de Noël, les cadeaux d'anniversaire, les traditions que je maintenais en vie à bout de bras. Mais pour les fardeaux ordinaires du vieillissement, un trajet chez le médecin, une petite réparation ou même un simple appel pour prendre de mes nouvelles, j'étais laissée à moi-même. C'est alors qu'une idée a commencé à germer en moi. Ce n'était pas encore de la vengeance. C'était une forme de lucidité froide et implacable. Une reconnaissance que si le sang crée des liens seuls, la loyauté les maintient en vie. Je ne savais pas encore jusqu'où cela irait, ni comment cette phrase «débrouille-toi» reviendrait les hanter d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mais une chose était certaine, le jour viendrait où ils supposeraient que j'avais tout laissé entre leurs mains, l'appartement, les économies, les souvenirs de famille. Et ce jour-là, ils comprendraient enfin ce que cela signifiait d'être laissé sans rien. Quand je repense aux années où Chloé et Luc étaient petits, je peux encore sentir la chaleur de leurs petites mains dans les miennes. Notre appartement était un chaos joyeux. Jean qui bricolait dans la petite pièce du fond, les enfants qui se poursuivaient dans le long couloir, et moi dans la cuisine jonglant entre le dîner et les cascades à éviter. Ce n'était pas toujours facile, mais c'était la vie, une vraie vie de famille. Nous étions censés être là, les uns pour les autres, pour toujours. C'est pourquoi la rapidité avec laquelle ce lien s'est désagrégé m'a tant blessée. Ce ne fut pas un événement unique, mais 1000 petites coupures, 1000 déceptions silencieuses. Le premier signe véritable est apparu juste après l'enterrement de Jean. Je me souviens être restée debout dans le salon vide une fois tous les invités partis. Les fleurs commençaient à faner et le silence m'écrasait. J'avais naïvement pensé que mes enfants resteraient cette nuit-là peu, être même quelques jours pour m'aider à traverser ce vide. Au lieu de cela, Chloé m'a serré brièvement dans ses bras, a dit qu'elle devait rentrer pour les enfants et elle est partie. Luc est resté un instant dans l'embrasure de la porte à marmonner quelque chose à propos d'une semaine importante au bureau et puis comme ça, ils étaient partis. Je suis restée assise là, avec le drapeau plié de Jean sur mes genoux, regardant les ombres s'allonger sur les murs. J'ai compris à ce moment précis que le deuil était un chemin que j'allais devoir parcourir seule. Au début, je leur ai trouvé des excuses. Ils sont occupés. Ils ont leur propre vie, leurs responsabilités. Mais ensuite sont venues les petites demandes, ces moments où je tendais la main, non pas pour du réconfort, mais pour cette aide simple que n'importe quel enfant devrait être heureux d'offrir. Il y a eu cette fois où le chauffage est tombé en panne en plein cœur de l'hiver. J'ai appelé Luc grelottant sous plusieurs couvertures. Sa réponse fut brève. « Maman, je ne suis pas chauffagiste, appelle un professionnel. » Ce n'était pas le refus, c'était le ton. Aucune pause, aucune inquiétude, pas même la promesse de rappeler plus tard pour savoir si j'avais trouvé une solution. Puis il y a eu cette fois où Chloé est passée prendre un café. Je lui ai mentionné doucement que j'avais du mal à monter et descendre les paniers de linge de la cave. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone avant de dire « Eh bien, maman, tu ne rajeunis pas. Tu devrais peu être engagé quelqu'un pour t'aider à la maison. » J'ai forcé un rire, mais à l'intérieur, c'était comme un coup de poing, ce n'était pas un conseil. C'était une façon d'esquiver. À chaque fois, la piqûre était un peu plus vive et je me sentais un peu plus invisible. Pourtant, je continuais d'être présente pour eux. Je préparais des madeleines pour les enfants de Chloé, j'assistais à leur spectacle d'école, j'envoyais des cartes d'anniversaire avec un billet glissé à l'intérieur. J'envoyais des messages à Luc pour lui souhaiter bonne chance avant ses présentations importantes. Je donnais encore et encore. Mais quand j'avais besoin du plus petit service en retour, il y avait toujours une excuse, une réunion, une urgence. C'est un sentiment étrange de réaliser que les personnes pour qui vous auriez traversé le feu vous voient maintenant comme un poids. J'ai commencé à remarquer le changement dans leur ton. Les conversations devenaient plus courtes, presque précipitées. Les appels se terminaient par un soupir, à peine dissimulé si je m'attardais un peu trop. Je n'étais plus maman, j'étais une tâche sur leur liste de choses à faire. Un soir après une visite éclair de Chloé qui avait une fois de plus repoussé ma demande d'aide pour la cave, je suis restée assise à la table de la cuisine. J'ai passé ma main sur le bois usé, sur les entailles que Jean y avait laissées au fil des ans, en réparant tout et n'importe quoi. C'était lui, le ciment de notre famille. Je réalisais maintenant qu'il était celui qu'ils admiraient, celui qui maintenait l'orbite familiale stable. Sans lui, ils s'éloignaient de moi et même l'un de l'autre. J'ai murmuré dans la pièce silencieuse « Qu'est-ce qui nous est arrivé ?» Mais la seule réponse fut le ronronnement du réfrigérateur. La solitude s'est approfondie. Mes journées sont devenues une succession de routines monotones. Faire du thé, lire le journal, arroser les quelques plantes sur le balcon. Le monde extérieur continuait de tourner à toute vitesse, mais le mien semblait s'être arrêté. J'ai commencé à me demander si c'était tout ce qu'il me restait. M'effacer doucement dans le décor pendant que les enfants que j'avais mis au monde me remarquaient à peine, ce n'était pas seulement de la négligence, c'était une forme d'effacement.
Morceau par morceau, ils m'effaçaient de leur vie. Et même si je me disais de supporter cela en silence, une graine de résolution était déjà en train de germer au plus profond de moi. Car s'ils ne me voyaient pas maintenant, ils me verraient certainement plus tard. C'est un jeudi après-midi que le monde a basculé pour moi d'une manière que je n'avais pas prévue. Je revenais des courses, mon cabas rempli de provisions qui semblaient plus lourdes que d'habitude. L'ascenseur de notre vieil immeuble était comme souvent en panne. Je me suis arrêtée au 2e étage, à bout de souffle, m'appuyant contre la rampe en fer forgé. Le poids n'était pas seulement physique, il était émotionnel. L'idée d'appeler Luc ou Chloé m'a traversé l'esprit, mais le souvenir de leur voix m'est revenu en écho. « Débrouille-toi ». Alors j'ai essayé. J'ai hissé mon cabas quelques marches plus haut, le cœur battant, quand j'ai entendu une voix derrière moi. Besoin d'un coup de main, Madame Dubois, c'était ma voisine Sophie. Elle avait emménagé 3 ans plus tôt, une mère célibataire d'une 40aine d'années, avec un fils adolescent. Nous n'étions pas proches, mais nous échangions toujours un signe de la main quand nous nous croisions. J'ai forcé un sourire gêné d'être surprise en pleine difficulté. « Oh, je vais y arriver », ai-je répondu par automatisme. Elle n'a pas écouté. Elle a pris mon cabas, l'a monté jusqu'à mon palier, avec une aisance déconcertante, et l'a déposé doucement devant ma porte. Voilà, inutile de vouloir prouver qu'on est forte quand quelqu'un est juste là. Ce geste était si simple, mais il m'a bouleversée. J'étais tellement habituée à être repoussée que j'avais oublié ce que c'était de recevoir de l'aide, sans hésitation, sans soupir, sans condition. J'ai dû paraître stupéfaite car elle m'a offert un petit sourire et a ajouté « Ma grand-mère disait toujours « Ne laisse jamais la fierté t'empêcher d'accepter la gentillesse ». Ce soir-là, en contre-jonc et les donjons-trous, rangeant mes courses, ces mots résonnaient dans mon esprit. Je pensais à Chloé, rivée à son téléphone, et à Luc, toujours trop occupé pour la moindre course. Et puis je pensais à Sophie qui ne me devait absolument rien, mais qui était intervenue sans même que je le demande. Cela m'a rappelé quelque chose que Jean disait souvent, le sang fait de vous des parents, mais c'est la loyauté qui fait de vous une famille. À l'époque, je pensais que c'était juste une de ces vieilles maximes. Mais maintenant, cette phrase s'abattait sur moi avec le poids d'une vérité incontestable. Les jours suivants ont prouvé que ce moment n'était pas un hasard. Sophie a commencé à prendre de mes nouvelles, non pas de manière étouffante, mais par de petits gestes attentionnés. Un mot gentil dans l'escalier, une proposition de me rapporter du pain. Parfois, elle m'apportait une part de tarte tatin prétextant qu'elle en avait fait trop. Son fils a même déblayé la neige devant ma porte un matin d'hiver avant même que je sois réveillée. Pendant ce temps, mes propres enfants devenaient de plus en plus distants. Chloé n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de moi pour garder les enfants et même dans ce cas, elle les déposait comme des colis avec un merci à peine audible. Luc n'appelait presque jamais, sauf à l'approche des fêtes, pour s'assurer que j'organisais bien le dîner. Le schéma était devenu d'une clarté douloureuse. Ceux sur qui je pensais pouvoir compter mes propres enfants avaient choisi la distance et l'indifférence. Et la personne que j'attendais le moins, une voisine, presque une étrangère, me témoignait plus d'attention que deux réunis. Un soir, je me suis assise avec Sophie sur son balcon. Elle m'a parlé de ses difficultés d'élever un adolescent seul, de jongler avec les factures et de longues heures de travail. Pourtant, elle riait facilement et ses yeux avaient une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai réalisé que si elle avait peu de richesse matérielle, elle possédait quelque chose qui manquait cruellement à mes enfants, la présence. C'est à ce moment-là que l'idée a commencé à prendre forme dans mon esprit, une pensée que je ne m'étais jamais autorisée à envisager auparavant. S'ils ne peuvent pas être là pour moi dans les petites choses, pourquoi devrais-je leur faire confiance pour les grandes ? Je ne l'ai pas dit à voix haute, même pas à Sophie, mais cette question s'est nichée au plus profond de moi, une vérité silencieuse que je ne pouvais plus ignorer. Ce soir-là, j'ai sorti le vieux livre de contes de Jean, celui où nous notions nos économies, nos investissements, les actes de propriété. En passant mes doigts sur son écriture régulière, je me suis souvenue de sa voix calme. « Nous avons travaillé dur pour ça, Marie. Assure-toi que cela aille à ceux qui sauront en apprécier la valeur. » J'ai fermé le livre, les mains tremblantes, une nouvelle résolution parcourant mes veines. Pour la première fois depuis la mort de Jean, je ne me sentais pas impuissante, je me sentais lucide. Je savais alors que l'avenir de tout ce que nous avions construit ensemble, notre foyer, nos économies, notre héritage, n'irait pas à ceux qui m'avaient tourné le dos. S'il y avait eu, ne serait-ce qu'une lueur de véritable attention de la part de Chloé ou de Luc, les choses auraient été différentes. Être que mon cœur se serait adouci et que j'aurais mis leur distance sur le compte des aléas de la vie. Mais au lieu de cela, ils m'ont montré avec une clarté brutale où se situaient leurs priorités. Cela a commencé de manière insidieuse, presque déguisée en conversation anodine. Un dimanche, Chloé est venue avec ses enfants.
Pendant qu'il jouait avec le vieil échiquier de Jean, elle a balayé le salon du regard, ses yeux s'attardant un peu trop longtemps sur l'horloge comptoise que le grand-père de Jean avait fabriquée. Maman, dit-elle d'un ton léger, quand le moment viendra, j'aimerais beaucoup récupérer cette horloge, elle serait parfaite dans notre salle à manger. La façon dont elle a dit cela m'a retourné l'estomac. Quand le moment viendra, pas un jour, pas quand tu n'en voudras plus, mais comme si j'étais déjà partie, mais bien, déjà dispersée comme un butin. J'ai souri avec raideur, ravalant la piqûre dans ma gorge et j'ai simplement hoché la tête. Peu de temps après, Luc s'est arrêté. Il était agité, tapotant des doigts sur le bras du fauteuil de Jean. Tu sais, maman athée, il commençait, le marché immobilier est complètement fou en ce moment. Si jamais cet appartement est mis en vente, il vaudrait une fortune. Chloé et moi pourrions nous partager la somme peu, être même remboursés nos prêts. Je me suis figée. Il n'a pas dit si tu vends ou si tu décides de prendre plus petit. Il a dit quand cet appartement sera mis en vente, comme si mon foyer, celui dans lequel Jean et moi avions mis toute notre énergie, n'était rien de plus qu'un actif financier attendant d'être liquidé. J'ai forcé un petit rire et j'ai dit « Eh bien Luc, je vis toujours ici, tu sais ». Il a gloussé presque avec mépris. « Bien sûr, maman. Je voulais juste dire pour plus tard. Tu sais, ce sera bon pour nous tous. » Nous tous. Ces mots ont résonné amèrement, car ce qu'il voulait vraiment dire, c'était bon pour lui et Chloé. Mon bien-être n'entrait pas dans le calcul, et ça n'a pas cessé. Lors des dîners de famille, j'ai commencé à surprendre leur chuchotement, Chloé se penchant vers Luc pour dire « Tu pourras avoir la cave. Les vieux outils de papa ne feraient qu'encombrer chez moi. » Luc haussant les épaules en répondant « D'accord, mais je prends la collection de vin. » Il ne se partageait pas les responsabilités. Ils se partageaient mes biens, pièce par pièce, comme des vautours tournant autour d'un corps qui n'était pas encore froid. J'ai assisté à tout cela en silence, sirotant mon thé, hochant la tête quand on me parlait. Mais à l'intérieur, la décision qui avait commencé à se former devenait plus forte, plus inébranlable. Leur avidité n'était pas seulement insultante, elle était révélatrice. Ils n'étaient pas là pour moi, ils étaient là pour ce que j'allais laisser derrière moi. Un soir, après leur départ, je me suis assise à la table de la cuisine avec le grand livre de Jean de nouveau ouvert. Ma main a survolé la page tremblant légèrement et j'ai murmuré dans la pièce vide. « Tu avais raison, Jean. La loyauté compte plus que le sang. » Le lendemain matin, j'ai appelé mon notaire Maître Dubois. Sa voix était calme et posée comme toujours. « Madame Dubois, dit-il, je vous réserve un créneau pour demain. Apportez tous les documents que vous souhaitez mettre à jour. » En entrant dans son étude le jour suivant, je me sentais à la fois nerveuse et investie d'une nouvelle force. Les murs étaient tapissés de livres reliés, l'air sentait légèrement le cuir et l'encre. Il m'a fait signe de m'asseoir et je lui ai tendu le dossier contenant mon ancien testament. « Je souhaite faire quelques changements, lui ai-je dit. » Il a légèrement haussé les sourcils. « Des changements, oui, ai-je répondu, la voix ferme. Mes enfants ont clairement montré qu'ils ne se soucient pas de moi, mais seulement de ce que je laisserai. Je ne veux pas que le travail de ma vie tombe entre leurs mains. » « Et à qui souhaiteriez-vous qu'ils reviennent » demanda-t-il doucement. J'ai pensé à Sophie. Son sourire bienveillant, son aide, inattendue, la façon dont elle me traitait avec dignité plutôt qu'avec impatience. À quelqu'un qui a été là quand j'en avais besoin, ai-je dit fermement, à quelqu'un qui a prouvé sa loyauté. Maître Dubois n'a pas posé de questions. Il a simplement hoché la tête, a décapuchonné son stylo et a commencé à rédiger le nouveau document. Chaque trait de sa plume était comme une libération, comme si je reprenais ma dignité face à leur cupidité. Quand tout fut terminé, j'ai signé de mon nom d'une main sûre. Les noms de mes enfants avaient disparu, effacés de l'héritage qu'ils considéraient comme un dû. En quittant son bureau, la lumière du soleil m'a frappé le visage et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Je savais qu'ils ne le verraient jamais venir. Et quand le moment arriverait, ils comprendraient enfin le poids de leurs propres mots. « Débrouille-toi ». Je m'étais débrouillée, mais pas de la manière qu'ils attendaient. C'était un matin glacial de janvier. Je déblayais une fine couche de neige sur le balcon bougeant plus lentement que d'habitude quand soudain j'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine. Le monde a vacillé. Je me suis agrippée à la rambarde, le souffle court, le cœur battant comme un oiseau pris au piège. Un instant, j'ai pensé « ça y est, c'est comme ça que ça se termine ». Seule sur mon balcon à chercher de l'air, j'ai réussi à rentrer à l'intérieur et à m'asseoir tremblante. Mes mains tremblaient en attrapant le téléphone. Par instinct, j'ai composé le numéro de Chloé en premier. La ligne a sonné, puis un clic. « Maman, je suis en plein milieu de quelque chose », dit-elle, sa voix pressée. « Je ne me sens pas bien », ai-je murmuré. « Ma poitrine, ça fait mal. Pourrais-tu » Il y eut une pause, puis un soupir. « Appelle le SAMU, maman. Je ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Tu vas bien te débrouiller. » La ligne a été coupée.
J'ai regardé le combiné incrédule. Ma fille, ma propre chair, venait de me repousser dans ce qui aurait pu être le moment le plus terrifiant de ma vie. Ensuite, j'ai essayé Luc, il a décroché à la deuxième sonnerie, la voix déjà irritée. Quoi encore, maman, je ne vais pas bien. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Sérieusement, j'ai une réunion dans 10 minutes. Appelle une ambulance, c'est fait pour ça. Et puis lui aussi a raccroché. Ma poitrine me faisait encore mal, mais la douleur la plus vive n'était pas physique. Mes mains tremblaient non seulement de peur, mais de la prise de conscience qu'à mon moment le plus sombre, j'avais été abandonnée, non pas par des étrangers, mais par les enfants que j'avais portés, nourris et aimés. Le j'adultais. J'ai appelé le SAMU. En quelques minutes, les ambulanciers étaient à ma porte, calmes et efficaces. Ils m'ont soulevé doucement sur un brancard, leur voix ferme mais bienveillante. À l'hôpital, les médecins ont fait des tests. Ce n'était pas une crise cardiaque complète, juste une alerte. Une angine de poitrine, ont-ils dit, un signe avant-coureur. Mais la blessure la plus profonde n'était pas physique. Elle était émotionnelle, gravée par la négligence plus tranchante que n'importe quel scalpel. Quand je me suis réveillée dans le lit d'hôpital plus tard dans la soirée, je m'attendais à moitié à voir Chloé ou Luc assis à côté de moi, le visage couvert de culpabilité. À la place, j'ai vu Sophie, ma voisine, les mains jointes sur ses genoux. Je suis venue dès que j'ai entendu, dit-elle doucement. Les ambulanciers avaient laissé la porte ouverte. Je l'ai fermée à clé pour vous. Je vous ai apporté quelques affaires. Elle a montré le sac qu'elle avait préparé pour moi. Une robe de chambre, des chaussons, même mes lunettes de lecture. J'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes. Vous n'auriez pas dû. Bien sûr que si, dit-elle fermement, vous auriez fait la même chose pour moi. Et elle avait raison. C'était là toute la différence. La famille, les vrais membres d'une famille sont ceux qui choisissent d'être là quand ça compte. Mes enfants ne l'avaient pas fait. Au cours des 2 jours suivants, pendant que je me reposais à l'hôpital, j'ai attendu un appel, une visite, un message, rien. Ni de Chloé, ni de Luc. Le silence était assourdissant. Au moment où je suis rentrée chez moi, gentiment raccompagnée par Sophie, quelque chose en moi s'était endurci. Le doute, l'hésitation, cette petite voix qui chuchotait encore peu, être qu'ils changeront, tout cela avait disparu. Ce soir-là, assise à ma table de cuisine, je regardais le Nouveau Testament que Maître Dubois avait préparé et je ressentis un étrange sentiment de calme. Il n'y aurait pas de retour en arrière, je leur avais donné toutes les chances. J'avais pardonné leurs petites défaillances, excusé leur négligence, fermé les yeux sur leur avidité. Mais ceci, c'était le point de rupture. J'ai pensé à Jean alors, sa voix stable résonnant dans ma mémoire. Ne laisse pas ton héritage entre les mains de ceux qui le dilapideront, Marie. Laisse-le là où il aura un sens. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai signé l'exemplaire final du testament d'une main ferme, scellant leur destin avec de l'encre. L'ironie ne m'a pas échappé. Quand je leur avais demandé de l'aide, ils m'avaient dit de me débrouiller. Et c'est ce que j'avais fait, en décidant tranquillement mais fermement que le moment venu, ils n'hériteraient de rien. Le jour de l'ouverture du testament est arrivé avec le poids de l'inévitable. Je l'avais imaginé tant de fois dans ma tête, les regards sur leur visage, les murmures des proches, le moment où la vérité tomberait enfin, comme une pierre dans l'eau calme. Et maintenant, nous y étions. Maître Dubois avait tout organisé dans son étude, un bâtiment sobre du centre-ville avec de lourdes portes en chêne et des parquets cirés, le genre d'endroit où chaque son semblait résonner avec solennité. Chloé et Luc sont arrivés ensemble, leurs visages tendus par l'attente. Chloé, avec son sac de créateur, a chuchoté quelque chose à Luc et ils ont échangé un sourire narquois. Luc avait la mâchoire serrée, l'air confiant presque suffisant, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Derrière eux, une poignée de parents éloignés des cousins des beaux-frères qui avaient peu à voir avec moi de mon vivant, mais qui semblaient maintenant assez curieux pour assister au dénouement. Et puis discrètement au fond de la pièce était assise Sophie. Elle semblait déplacée au milieu des costumes bien coupés et des bijoux discrets, mais sa présence me rassurait. Maître Dubois a commencé sans cérémonie. Il a ajusté ses lunettes, a brassé quelques papiers et s'est éclairci la gorge. Nous sommes réunis aujourd'hui pour prendre connaissance des dernières volontés de Madame Marie Dubois. La pièce est tombée dans le silence. J'étais assise dans un coin, les mains jointes, écoutant ma vie être exposée en des mots que j'avais choisis avec soin, à ma fille Chloé et à mon fils Luc. Maître Dubois a fait une pause, ses yeux se posant sur eux, leurs corps se sont penchés en avant à l'unisson, prêts à entendre parler de l'appartement, des comptes, des biens de famille. Je ne laisse rien. Les mots sont tombés dans la pièce comme un coup de tonnerre. La bouche de Chloé s'est ouverte. Le visage de Luc est devenu blême. Des chuchotements ont éclaté parmi les parents. Maître Dubois a poursuivi son ton égal. Cette décision n'est pas prise sous le coup de la colère, mais dans la vérité. Mes enfants m'ont montré par des années de négligence et d'indifférence qu'ils ne valorisent que ce que je peux laisser derrière moi et non la mère qui a vécu avant eux.
Quand j'ai demandé de l'aide, on m'a dit de me débrouiller. C'est donc ce que j'ai fait. La lettre que j'avais écrite a été dépliée, le papier était net, mon écriture ferme. Maître Dubois a lu à voix haute. J'ai demandé de l'aide pour mes courses. On m'a dit de me débrouiller. J'ai demandé de l'aide pour un rendez-vous chez le médecin. On m'a dit de me débrouiller. Quand j'ai appelé effrayé la main sur la poitrine, on m'a dit de me débrouiller. Alors je l'ai fait. J'ai compris qui était ma vraie famille. Et ce n'étaient pas mes enfants. Des halètements ont parcouru la pièce. Le visage de Chloé s'est tordu d'incrédulité, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Luc a frappé la table du poing. Ce n'est pas juste. Nous sommes ses enfants. Mais Maître Dubois est resté calme. Le testament est légal, signé et attesté. Les volontés de votre mère sont définitives. Il a continué à lire à ma voisine Sophie Martin, qui m'a montré plus de loyauté et de compassion que mes propres enfants. Je lègue mon domicile, mes économies et les biens de ma famille. Elle n'a pas demandé ces choses, ni ne s'y attendait, mais elle les a méritées de la manière qui compte le plus, par sa présence, sa gentillesse et son amour. Les yeux de Sophie se sont écarquillés, sa main volant vers sa bouche. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, les larmes montant. Elle semblait complètement choquée, comme si le poids de l'héritage était trop lourd à comprendre. Chloé s'est levée brusquement, pointant un doigt tremblant vers elle. « Vous l'avez manipulé. Vous l'avez monté contre nous. » Sophie a secoué la tête, sa voix à peine audible. « Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais rien demandé. J'ai juste aidé. » Maître Dubois est intervenu fermement. Le testament a été mis à jour des mois avant le problème de santé de Madame Dubois. J'ai supervisé la procédure moi-même. Il n'y a eu aucune coercition, aucune pression. C'étaient ces décisions indépendantes et délibérées. La pièce a sombré dans le chaos, mais je suis restée assise immobile, calme, comme je ne l'avais pas été depuis des années. Pour une fois, leurs mots ne m'atteignaient pas, leur colère, leur incrédulité, ce n'était plus à moi de le porter. Au moment où Maître Dubois a fini de parler, la pièce s'est fracturée comme du verre sous pression. Chloé a été la première à exploser. Elle a repoussé sa chaise avec une telle force qu'elle a raclé bruyamment le parquet. « C'est incroyable !» a-t-elle crié, la voix tremblante de rage. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies en donnant tout à une étrangère. Je suis restée assise tranquillement. Tout en moi voulait répondre, mais je savais que ce n'était pas à moi de parler. La vérité était déjà écrite dans chaque mot que Maître Dubois avait lu. La réaction de Luc fut différente, mais non moins venimeuse. Il s'est levé, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Sa voix était basse, presque un grognement. Ça ne peut pas être légal. On va contester. On ira au tribunal. Il a pointé un doigt accusateur vers Sophie. Elle vous a poussé à faire ça, n'est-ce pas? Elle vous a raconté des mensonges jusqu'à ce que vous vous retourniez contre nous. Sophie pâle et secouée a secoué la tête lentement. Non, je n'ai jamais rien demandé. J'ai seulement aidé quand elle en avait besoin. Mais Chloé n'écoutait pas. Elle s'est penchée sur la table, le visage rouge de fureur. « Vous ne méritez pas un centime. Vous n'êtes qu'une voisine. Nous sommes ses enfants. Le sang devrait signifier quelque chose. » La voix de Maître Dubois a tranché le chaos comme un marteau, calme, ferme, indéniable. Le sang ne prévaut pas sur l'intention. Votre mère a exprimé clairement ses volontés et la loi les soutient. Contester ce testament ne fera que vous faire perdre votre temps et votre argent. Un silence tendu s'est abattu sur la pièce. J'ai regardé Chloé se laisser retomber sur sa chaise, les yeux remplis de larmes, non pas de chagrin, mais d'indignation. Luc se tenait droit, les poings serrés, son visage, un masque de trahison. Il ressemblait moins à des enfants qui avaient perdu une mère qu'à des héritiers privés de leur dû. C'est alors que j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. Tristesse parce que c'étaient mes enfants, ceux que j'avais portés, élevés et aimés de toutes les fibres de mon être. Libération, parce que finalement je n'avais plus à faire semblant, je n'avais plus à excuser leur négligence ou à justifier leur absence. La vérité était mise à nu, visible de tous. Maître Dubois a plié les papiers avec soin, sauf s'il y a d'autres questions, la lecture est terminée. Luc a marmonné quelque chose entre ses dents et est sorti en trombet, claquant la porte si fort que la vitre a tremblé. Chloé est restée un instant. Ses yeux me fixaient avec un mélange de fureur et d'incrédulité. « Vous le regretterez, hâtée », elle crachait. Puis elle a tourné brusquement les talons et a suivi son frère. Les parents soudain, mal à l'aise, ont murmuré des excuses et se sont éclipsés un par un. Leur curiosité était satisfaite. Il ne restait plus que Sophie et moi. Elle était assise, figée, les yeux toujours grands ouverts. Finalement, elle a chuchoté « Je ne comprends pas. Pourquoi moi ?» Je me suis tournée vers elle, ma voix stable, bien que mon cœur soit gonflé d'émotion, parce que lorsque j'ai appelé à l'aide, vous avez répondu. Quand j'ai eu besoin de quelqu'un, vous êtes venu.
Vous ne l'avez pas fait pour de l'argent ou par obligation, vous l'avez fait parce que vous vous en souciez, et cela signifie plus pour moi que le sang ne le fera jamais. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Mais c'est trop, Marie. La maison, les économies. Je ne pourrai jamais. » J'ai tendu la main sur la table, posant doucement la mienne sur la sienne. « C'est pas trop. C'est exactement juste. Vous m'avez donné de la dignité quand d'autres me donnaient des excuses. Et ça vaut tout. » Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la paix s'installer en moi. J'ai choisi où irait mon héritage et il était exactement là où il devait être. Ce soir-là, après l'ouverture du testament, je me suis assise dans ma cuisine silencieuse, avec une tasse de thé qui refroidissait entre mes mains. L'appartement semblait différent, plus léger, plus libre, comme si un grand poids avait été soulevé de ses murs. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas suffocant, il était paisible. J'ai repensé aux innombrables nuits que j'avais passées ici seule à fixer le bois usé de cette même table, attendant un appel qui n'est jamais venu. La solitude, le doute, la question lancinante de savoir si j'avais échoué en tant que mère. J'avais porté ce fardeau bien trop longtemps. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas mon échec, c'était leur choix. Ils ont choisi la distance quand je cherchais la proximité. Ils ont choisi les excuses quand je demandais de l'aide. Ils ont choisi la cupidité quand je désirais encore de l'amour. Et donc j'ai fait mon choix. Je savais que Chloé et Luc ne me pardonneraient jamais. À leurs yeux, je les avais peu, être trahis. Mais ce qu'ils ne pourraient jamais voir ou admettre, c'est qu'ils m'avaient trahi en premier. Le jour où j'ai appelé, avec une douleur dans la poitrine, et que je n'ai entendu qu'un rejet froid à l'autre bout du fil, c'est ce jour-là que j'ai cessé d'attendre que leur amour revienne. Je l'ai trouvé ailleurs, dans la gentillesse d'une voisine qui ne me voyait pas comme un fardeau, mais comme une personne pour qui il valait la peine d'être là. La loyauté, j'ai appris, ne vient pas des liens du sang, elle vient des actions. Certains diront peu être que j'ai été dur, que j'aurais dû laisser quelque chose à mes enfants par obligation ou par tradition. Mais je demande que vaut la tradition quand elle est creuse, que vaut l'obligation quand elle n'est jamais réciproque. Je ne les ai pas privés d'un héritage. Ils s'en sont privés eux-mêmes un moment de négligence à la fois. J'ai pensé à Jean, sa voix résonnant en moi. Assure-toi que cela aille là où il sera apprécié, Marie. J'ai souri à travers mes larmes, murmurant dans la pièce vide. Je l'ai fait, Jean. Je l'ai fait. La vérité, c'est que je n'ai jamais voulu de vengeance. Ce que je voulais, c'était la dignité. Je voulais quitter ce monde en sachant que ce que nous avions construit ne serait pas gaspillé par des mains qui ne voyaient que des chiffres, mais chéri par quelqu'un qui comprenait le sens de la loyauté. Chloé et Luc ne comprendront peu être jamais cette leçon. Mais au fond de mon âme, je sais que j'ai fait ce qui était juste. En fin de compte, j'ai tenu la promesse que je m'étais faite. Quand ils m'ont dit de me débrouiller, je l'ai fait. J'ai trouvé mon avenir, j'ai trouvé mon héritage et j'ai trouvé qui était vraiment ma famille.